quand tu as Wout van Aert et Christophe Laporte qui crèvent, ce n'est plus de la malchance. C'est ce qu'on appelle les gains marginaux qui ne sont pas en ta faveur, c'est ton matériel qui te lâche. Quand t'as tes deux leaders qui se retrouvent embêtés par ton propre matériel, ce n'est plus de la malchance. Alors c'est peut-être aussi une mauvaise manière d'appréhender les pavés, peut-être des pneus surgonflés par rapport aux pavés, je ne sais pas, mais c'est ton matériel qui te lâche. Et c'est ton matériel qui te permet de ne pas jouer la victoire au Vélodrome de Roubaix. Il va être proclamé, il va être acclamé. Julien Alaphilippe, champion du monde. Attaque de Marlou. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce vélo podcast spécial Paris-Roubaix. Et pour commencer ce podcast, eh bien, j'accueille celui qui est avec moi aujourd'hui pour parler de la course homme, c'est Étienne Gourceau de Dico du Sport. Salut Étienne. Bonjour Guillaume, bonjour à tous, bonjour à toutes. Ravi de pouvoir parler de ce Paris-Roubaix qui, mine de rien, rentre déjà dans la légende. Toi, tu penses déjà, est-ce que ça a été un grand Paris-Roubaix? Alors pour moi, non, ça n'a pas été un grand Paris-Roubaix parce que il n'y a pas eu autant de rebondissements et d'attaques que dans le Ronde, mais Mathieu Van Der Poel remporte son 3e monument différent, son 4e dans sa carrière. Il s'approche petit à petit des plus grands parmi les classic man, et ce, à même pas 30 ans. Bon, on va en parler. La victoire donc de Mathieu Van Der Poel, qui s'est imposé dimanche au terme d'une course assez rocambolesque, devant son coéquipier Jasper Philipsen et son rival de toujours, Wout van Aert. Le top 5 complété par Mats Pedersen, Stefan Kung. Le top 10, lui, complété par Pipo Ganna, John Degenkolb, Max Walscheid, Lorenz Rex de la Intermarché Circus Wanty et Christophe Laporte, le premier français, qui termine donc 10e. On va en parler de cette course déjà. Bon, on va aborder le sujet directement. Mathieu Van Der Poel qui a remporté ce Paris-Roubaix, le premier de sa carrière. Tu le disais, c'est son 3e monument différent, son 2e de la saison après le Milan-San Remo, lui qui avait déjà remporté 2 fois le Tour des Flandres. Mathieu Van Der Poel, il a volé pendant cette course. Ça a été une course incroyable. Il remporte quand même ce Paris-Roubaix au terme des 256 km avec une moyenne de 46,8 km/h. Il a été incroyable. Il a été tout en maîtrise. Il a eu la pédale légère en fait. Alors je vais légèrement nuancer ce que tu viens de me dire, Guillaume. Bon, on va pas sauter de relais, on va pas brûler les étapes. Je pense qu'intrinsèquement, comme tu l'as si bien dit, Mathieu Van Der Poel était le plus fort. Je pense qu'à 30 km de l'arrivée, et en particulier dans le carrefour de l'Arbre, quand Wout van Aert porte son attaque, j'ai quand même le sentiment que les rapports se sont inversés. Comme je t'ai dit, on ne va pas brûler les étapes, on reviendra plus longuement sur la crevaison de ce dernier. Mais s'il ne crève pas, je pense que Mathieu Van Der Poel ne le revoit pas. Ou au moins, on a un duel sur le Vélodrome de Roubaix. C'est un peu ça qu'on peut se dire, parce qu'on en parlera un petit peu plus tard de la Jumbo, on fera un petit point sur eux. Mais Mathieu Van Der Poel, en lui-même, quand même, c'est la consécration, cette victoire sur Paris-Roubaix, après une saison de Flandrienne qui a été peut-être un peu courte, mais quand même exceptionnel avec sa 2e place sur le Tour des Flandres. Il a une régularité de dingue sur les grandes courses. Quand il y a une grande course, quand il y a Mathieu Van Der Poel au départ, s'il est au départ d'un monument, c'est pas pour faire la figuration, c'est pour faire un résultat. Il a encore prouvé sur ce Paris-Roubaix. Guillaume, Mathieu Van Der Poel en 2023, 2 victoires seulement, 2 monuments. Je pense qu'on a tout dit. Plus une 2e place sur le Tour des Flandres. Et sur le GPE3, enfin sur l'E3 Saxo Bank classique pour être précis. Et avant cela, avant Milan-San Remo, il avait repris la course sur Tirreno et l'Estrade. Tirreno pour faire le taf, notamment pour Jasper Philipsen, et Estrade Bianche pour se remettre un peu en rythme un mois après son titre de champion du monde de cyclocross. Et c'est un hiver de dingue qu'il a vécu quand même, Mathieu Van Der Poel. Et je le disais, c'est une consécration quand même pour lui qui se rapproche petit à petit de la légende, le petit phénomène là qui rentre dans la légende au fur et à mesure. Il lui manque maintenant à gagner plus que Liège-Bastogne-Liège et le Tour de Lombardie sur ce Paris-Roubaix 2023. Quand on voit quand même le classement final, bon, il y avait les meilleurs devant, il n'y a pas de surprise au final. On va revenir sur cette course homme quand même, Étienne, avec le premier mouvement de course. Il est initié par la Jumbo-Visma. C'est à 100 km de l'arrivée dans le secteur d'Aveluy, avec l'attaque des Jumbo-Visma en tête à Wout van Aert, relayé ensuite par Christophe Laporte. On a Van Der Poel, Degenkolb qui suivent un peu dans un second temps, tout comme Kung. Et puis ensuite dans un groupe de poursuivants avec des gars qui étaient mal placés, notamment Mats Pedersen, Pipo Ganna, Philipsen ou Christophe. Étienne, le premier mouvement, il est là, c'est la Jumbo en fait qui n'attend même pas la trouée d'Arambert. C'est le secteur juste avant la trouée d'Arambert, secteur d'Aveluy, où les Jumbo finalement, on a l'impression qu'ils se disent bon, on fait péter maintenant, comme ça la trouée d'Arambert, on sera relativement tranquille.
D'ailleurs, c'est assez rare de voir. Alors, c'est arrivé qu'un bon coup se dégage avant la trouée d'Arambert, mais un bon coup avec 80% des grands favoris qui se dégagent avant Arambert. Je pense que si on remonte les livres d'histoire, je pense que c'est jamais arrivé. On a assisté à une première dans un Paris-Roubaix d'ailleurs. Ouais, j'ai pas souvenir non plus que ça soit parti d'aussi loin. On est quand même à plus de 100 bornes de l'arrivée. Ça fait écho aussi à ce qu'avait fait Mats Pedersen au Tour des Flandres la semaine précédente, en partant à 110 km de l'arrivée pour terminer sur le podium. Là, on a quand même le mouvement de course initié par la Jumbo et qui se poursuit ensuite dans la trouée d'Arambert, le secteur suivant qui, alors là, la traversée de la trouée d'Arambert cette année, Étienne, a été complètement dingue. Je vais refaire un petit peu les faits qui se sont passés là dans ces quelques kilomètres dans la trouée d'Arambert, avec donc déjà la crevaison de Derek Guy de la Israël qui déchante complètement à l'avant. Là, il a dû s'arrêter. La chute dans le peloton qui met à terre Van Baarle et Casper Asgreen. On a Mats Pedersen qui sort tout seul et qui revient 1 kilomètre après la sortie de la trouée sur le groupe des favoris. Il a été surpuissant pour sortir tout seul de la roue, notamment un Pipo Ganna dans la trouée d'Arambert. Et puis à la sortie de la trouée d'Arambert, on a la crevaison de Christophe Laporte, et puis un peu plus tard le retour notamment de Ganna Philipsen, Gianni Vermeersch et Max Walscheid qui reviennent sur le groupe des favoris. On va revenir sur la crevaison de Christophe Laporte, Étienne. Si le premier mouvement initié par Jumbo dans le secteur précédent a été prépondérant, la crevaison de Christophe Laporte, là, le premier vrai gros tournant de cette course, il est là parce que la Jumbo était en supériorité. Il se retrouve avec un 2 contre plusieurs, notamment 2 contre 1 contre Van Der Poel, après le retour de Philipsen et Vermeersch, à 1 contre 3 au final. C'est ça, c'est incroyable comment la course a pu basculer. Ça se joue en 3 km, ce que tu viens de dire, ça se joue pas en 15 km. Ça se joue vraiment en 3 km. Tu perds Christophe Laporte, qui à ce moment-là est juste monstrueux parce que c'est le seul qui est vraiment capable de relayer Wout van Aert. On sent même Van Der Poel ne prend pas de relais et je pense qu'il était content d'être dans la roue. Christophe Laporte parvient, tu le vois, c'est l'image impressionnante, il remonte à hauteur de Wout van Aert et il parvient à le relayer, donc très très fort. Sortie de secteur, crevaison. Puis on le sait, les voitures ne sont pas encore intercalées entre les groupes. Il met peut-être 40-50 secondes à être dépanné, c'est terminé, il ne rentre pas. Et c'est surtout que après avoir été dépanné à la sortie de la trouée d'Arambert, Christophe Laporte, il ne repart même pas avec le groupe Ganna, Philipsen, Vermeersch, il repart encore derrière et il est en chasse-patate. C'est ça qui est terrible pour lui, c'est qu'il est en chasse-patate et le peloton derrière qui était notamment complètement désorganisé par cette chute qui a mis à terre notamment Van Baarle et Asgreen, il est encore plus derrière et il se retrouve en chasse-patate, c'est vraiment le terme. Il est tout seul, il est repris ensuite par le deuxième peloton qui, je crois, à 1:30 derrière 2 minutes, et il va ressortir derrière Christophe Laporte. Alors, quand il ressort avec Van Hooijdonk et Florian Vermeersch de la Lotto Destiny, je crois qu'ils sortent, il y a 2 minutes de retard, ils vont revenir, je crois, à 45-50 secondes du groupe des favoris. Ils sont tout proches de revenir, et c'est là, après ce temps de latence dans le groupe des favoris, que la Alpecin va embrayer un petit peu pour pas voir revenir notamment Christophe Laporte. Oui, c'est ça. On voit la Alpecin. En plus, ils étaient vraiment en situation parfaite. Ils peuvent se permettre de faire rouler Gianni Vermeersch tout en mettant la pression sur leurs adversaires en disant écoutez, si vous voulez pas prendre vos responsabilités, il y aura un Philipsen qui peut tous vous aligner au sprint. Donc c'est du velours et c'est clair que la formation de Mathieu Van Der Poel n'avait aucun intérêt à laisser revenir, surtout à Christophe Laporte, quand on voit la saison monumentale qu'il a pu faire sur les Flandriennes avec 2 victoires et de nombreux podiums. Fallait pas laisser rentrer Christophe Laporte. Tu faisais rentrer le loup dans la bergerie, clairement. Ah oui, complètement, avec en plus la pointe de vitesse de Christophe Laporte au sprint. Au terme d'un Paris-Roubaix, s'il veut user notamment à Jasper Philipsen derrière, il avait toutes ses chances de pouvoir aligner quelqu'un au sprint ou un groupe au sprint, Christophe Laporte aussi. Alors, contrairement à la course femme, j'ai trouvé que ensuite il y a eu beaucoup plus de temps d'attente, de temps de répit, notamment dans cette course homme, où certes, c'est quand même les secteurs se sont enchaînés avec le groupe de tête qui s'est relayé. Il y avait quelques attaques par-ci par-là de Mathieu Van Der Poel, mais avec Wout van Aert qui faisait un marquage à la culotte. Bon, il faisait un marquage à la culotte complet, Wout van Aert. Il savait que la menace numéro 1 va s'appeler Mathieu Van Der Poel et que Mathieu Van Der Poel était là pour la victoire. Alors, on a des attaques de Van Der Poel, on a notamment Jasper Philipsen qui tente de faire la cassure à un moment donné sur une attaque de Van Der Poel. Là, John Degenkolb, il est dans la roue, il était énorme, John Degenkolb dimanche. On reviendra un peu plus tard sur la chute. Ganna, au fur et à mesure, on a senti Pipo Ganna, Étienne, que il était là, mais
mais à l'usure, au fur et à mesure que les secteurs pavés passaient, il avait de plus en plus de mal à suivre les roues, il était oxy. Mais on va aller directement sur l'enchaînement qui a créé la différence finalement. C'est cet enchaînement secteur de Canfin PV, le carrefour de l'Arbre, avec toujours ce marquage à la culotte de Wout van Aert. Et puis, au début du carrefour de l'Arbre, on a Jasper Philipsen qui ferme déjà la porte dans un premier temps à Mathieu Van Der Poel qui voulait tenter une attaque. Et puis derrière, Jasper Philipsen accélère, Mathieu Van Der Poel sur le côté droit de la route, il voit une ouverture entre Degenkolb qui avait pris le côté droit, Van Der Poel s'intercale, hop, il met à terre Degenkolb, Wout van Aert attaque. Là, c'est un énorme tournant dans ce Paris-Roubaix. C'est ça, parce que l'attaque de Wout van Aert, on voit que Mathieu Van Der Poel réagit avec un temps de retard lié à ce que tu viens si bien d'évoquer, mais il revient pas tout de suite, Mathieu Van Der Poel. On le sent et c'est dur, et l'écart pendant 200-300 mètres, il reste pareil. Et puis d'un coup, tu vois Van Der Poel qui recolle. Et c'est vrai que tu te dis, c'est bizarre, il est vraiment revenu fort. Puis en fait, tu t'aperçois que avant même que Van Der Poel revienne, Wout van Aert lève la main. Là, tu comprends qu'il y a un souci. Alors, on sait pas tout de suite que c'est une crevaison, ça peut être un autre souci mécanique, mais tu sais qu'il y a un problème. Et puis, tu vois Wout van Aert péter dans la roue d'un coup, et tu comprends que la roue est à la plat. Et puis, tu sais dans ces conditions que ça va être la même chose que pour Christophe Laporte. Il faudra minimum 20-30 secondes pour le dépanner. La course, elle est terminée à ce moment-là. Tu peux pas, un Mathieu Van Der Poel, 30 secondes d'avance. Tu as derrière Jasper Philipsen collé aux fesses, qui pour le coup applique le même marquage à la culotte qu'a pu faire Wout van Aert sur Mathieu Van Der Poel. C'est terminé, tu reviens pas. C'est que même si tu reviens, tu t'offres la victoire sur un plateau à Jasper Philipsen. Tu sais que c'est fini à ce moment-là. Et d'autant plus que, alors on a Wout van Aert qui, on le voit, il parle à l'oreillette. Franchement, quand t'es dans le carrefour de l'Arbre, que t'es devant et que tu parles à ton oreillette, tu sens qu'il y a quelque chose directement. Toi, tu penses que si Wout van Aert n'avait pas crevé, Van Der Poel ne serait pas revenu? Alors c'est ma conviction. De là à dire que ça serait passé comme ça, pas l'affirmer, on n'est pas devin, on n'est pas là pour réécrire l'histoire. Je pense que Van Der Poel avait quand même du mal à boucher le trou. On le sent parce qu'il revient pas. Et c'est pas je gagne petit à petit avant de recoller, c'est je reste planté à 20-30 mètres et après je rebouge d'un coup. Si jamais il y a encore 30-40 mètres à la sortie du carrefour de l'Arbre, quand on connaît les qualités de rouleur de Wout van Aert, et il avait fait moins d'efforts, encore une fois, que Mathieu Van Der Poel. Mathieu Van Der Poel s'était quand même dépouillé plusieurs fois. Et comme tu l'as dit tout à l'heure, il attaque une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. D'ailleurs, aucune de ces attaques qui surprend Wout van Aert. Tu sens le Belge. Alors, c'était pas une course au panache, de Wout van Aert, loin de là. C'est vraiment une course au millimètre. Mais tu le sentais il était plus frais. Il y avait pas, contrairement au Tour des Flandres où tu le sentais piocher, même dans sa façon de pédaler, avant même qu'il lâche, tu le sens qu'il est un peu ramassé sur son vélo. Là, il laisse pas cette impression de difficulté qu'on pouvait voir il y a une semaine auparavant. Donc, après, on sait que Wout van Aert, en contre-la-montre, quand il veut, c'est le top 3 au niveau mondial. Ça aurait été dur pour Mathieu Van Der Poel. Je pense que ça aurait été dur. Je pense, contrairement à toi, que Van Der Poel serait quand même revenu parce qu'il a montré, au-delà de la crevaison de Wout van Aert, il a montré une force impressionnante pour réagir et revenir dans le secteur du carrefour de l'Arbre, avant même pratiquement peut-être la crevaison de Wout van Aert, parce qu'il est totalement ralenti par la chute de Degenkolb qui est provoquée par les deux Alpecin. Derrière Wout van Aert, je suis sûr qu'il voit ce qui se passe et c'est pour ça qu'il attaque et qu'il en profite. Un peu comme aussi chez les femmes quand la Trek a accéléré, quand Marianne Vos a crevé. Voilà, ce sont des faits de course. Il faut en profiter aussi de ces faits de course. Mais je suis persuadé qu'il y aurait eu regroupement et que les deux seraient partis jusqu'au Vélodrome ensemble. Après, est-ce que s'il y a regroupement, est-ce que Van Aert coupe pas son effort pour réattendre et retenter encore et encore? Je sais pas. Parce que c'est vrai qu'ils partent un moment tous les deux, là, quand sur le plat, Van Der Poel attaque et que Kung essaye de suivre et qui fait la cassure avec justement Degenkolb dans la roue, qui était vraiment, comme tu l'as dit, tellement fort ce jour-là aussi. Et puis finalement, Van Aert relaie absolument pas Van Der Poel et ça se regroupe. Est-ce qu'il se serait pas passé? C'est ça, c'est le côté vélo-fiction. On est en plein dedans, quoi. Les scénarios, il aurait pu s'en passer rien que 3 différents déjà. C'est ça qui est terrible, c'est qu'il crève et on saura jamais. On va revenir à la réalité, Étienne, et parler de ce qui s'est passé, que notamment la crevaison de Wout van Aert. Alors moi, j'ai vu passer des théories comme quoi on parle de chance, de malchance plutôt contre les jumbo, mais je suis désolé, quand tu as Wout van Aert et Christophe Laporte qui crèvent, ce n'est plus de la malchance. C'est ce qu'on appelle les gains marginaux qui ne sont pas en ta faveur. C'est ton matériel qui te lâche. Quant à tes deux leaders qui se retrouvent embêtés par ton propre matériel, ce n'est plus de la malchance. Alors c'est peut-être aussi une mauvaise manière d'appréhender les pavés, peut-être des pneus surgonflés par rapport aux pavés, je ne sais pas, mais c'est ton matériel qui te lâche. Et c'est ton matériel qui te permet de ne pas jouer la victoire au Vélodrome de Roubaix. Je suis assez d'accord avec toi. Alors ça reste forcément un peu de malchance malgré tout, mais faut se rappeler que
Christophe Laporte, il crève 2 fois. Donc ça fait 3 crevaisons pour 2 coureurs, les 2 leaders. Pas 2. 3. Ça peut pas être un hasard, comme tu le dis. C'est pour ça que je ne parle pas de malchance et qu'on parle bien de problèmes de matériel, parce que tu as 3 crevaisons en tout sur tes leaders et notamment sur ton leader qui doit jouer la victoire au moment le plus décisif possible, qui est le carrefour de l'Arbre. Et on sait très bien que la victoire se joue en grande majorité à chaque fois dans cet endroit-là. Donc, et il te lâche ton matériel à des moments clés, il te lâche à la Trouée d'Arambert et au carrefour de l'Arbre. Donc c'est ton matériel qui te coûte la victoire. C'est d'autant plus cruel que finalement, quand on fait un parallèle avec les Alpecin de Koenig, à part Philipsen qui change de vélo, mais je pense qu'il n'était pas crevé, t'en as aucun qui connaît un souci mécanique majeur. Ah oui, je suis d'accord. Je suis d'accord avec toi. Il y a que les Jumbo-Visma qui ont connu des soucis majeurs. Bon, la Jumbo, Étienne, ils vont pouvoir se retourner contre leur fournisseur, non, contre leur manufacturier. C'est sûr qu'il y a quoi avoir des regrets. Après, on n'a pas encore pu lire des différentes déclarations de la part de Wout van Aert et de Christophe Laporte sur ce sujet, du moins. J'ai souvenir, effectivement, je sais pas si tu te souviens, ça doit être le Tour de France 2018, l'étape que gagne Greg van Avermaet sur les pavés. Et je sais pas si tu te souviens, mais un Romain Bardet avait eu 3 crevaisons ce jour-là. La perte de temps avait été finalement assez minime pour le Français, mais il avait expliqué qu'il avait pas mis de matériel anti-crevaison. Enfin, il avait pas de pneus anti-crevaison. Enfin, il avait sorti quelque chose comme ça. Et au final, là, dans ces cas-là, effectivement, tu peux pas dire qu'il a pas eu de chance. C'est juste que le matériel était pas bon. Et peut-être que pour faire un parallèle avec la Jumbo-Visma, peut-être que le matériel n'était pas bon non plus. Les fameux gains marginaux. On sait très bien que le détail fait la différence au très haut niveau, et donc on a la victoire de Mathieu Van Der Poel. Et cette image sur le vélodrome de Roubaix où il lève les bras, où t'as Philipsen et Van Aert qui ont un tour de retard, donc et eux qui s'apprêtent à commencer leur dernier tour de vélodrome, et Mathieu Van Der Poel qui lève les bras, Wout van Aert qui est derrière avec Philipsen qui lève les bras alors qu'il est en préparation pour jouer le sprint pour la 2e place sur Paris-Roubaix. Là, cette photo-là, elle est quand même assez dingue. Ça m'a rappelé une image. Je sais pas si tu suis le biathlon un peu, Guillaume. Oui. Alors, je sais que beaucoup de fans de vélo aiment suivre le biathlon l'hiver, mais lors de la dernière victoire de Johannes Beu en Coupe du Monde, je sais pas si tu te souviens de ce qui se passe. Il est sur son dernier tir, donc il est totalement en tête. Il lâche son avant-dernière balle. Il sait qu'il a gagné, même s'il rate la dernière balle et qu'il fait un tour de pénalité, il sait qu'il a gagné. Et là, il se tend vers le public. Il fait un signe de l'oreille pour avoir des acclamations de la foule avant de lâcher sa dernière balle qui passe, en plus l'insolence absolue. Ce qu'a fait un peu Philipsen, c'est la même chose. Il a célébré, puis après il a été tapé Wout van Aert au sprint pour la 2e place. Bon, même si Wout van Aert, l'approche de son sprint pour jouer la 2e place, il l'a quand même bien raté. Philipsen est un super sprinter, et le prendre, on sait que Wout van Aert est plus dans la filière longue au niveau des sprints, et il l'a pris sur à peine 100-150 mètres. Wout van Aert qui, après sa crevaison dans le carrefour de l'Arbre, est revenu à une allure pour enrhumer derrière les Kung, les Ghana, et revenir sur Pedersen, Philipsen notamment. Il leur a mis une mine énorme, et dans ce dernier faux plat avant d'arriver à Roubaix aussi, il y a l'attaque de Wout van Aert qui décroche Mats Pedersen. Mats Pedersen, au final, bon, quel coursier de dingue. Il va faire 3e Tour des Flandres, 4e de Paris-Roubaix. Lui aussi, cette saison de cette campagne des classiques flandriennes a été assez dingue. Après, il faut se souvenir qu'il fait quand même 2e du Ronde en étant tout jeune en 2018. Son Ronde 2023 est vraiment très bon parce qu'il a su anticiper, jouer un peu sur les antagonismes. Ça n'a pas suffi parce que tu as 3 barjots derrière qui ont été lancés à une poursuite phénoménale. Mais ça aurait pu le faire, hein. Quand ils ont 3 minutes d'avance à 50 km de l'arrivée, tu te dis, il est pas loin. Sur Paris-Roubaix, il est là à la pédale, complètement à la pédale, mais tu sens qu'à aucun moment il est capable de jouer la victoire malgré tout. Oui, mais on regarde la cartouche qu'il lâche dans la Trouée d'Arambert en sortant seul. Il est à contre-courant, notamment dans l'attaque, dans le secteur d'Aveluy à 100 bornes de l'arrivée avant la Trouée d'Arambert. Peut-être que ici, lui est déjà dans la roue des grands favoris qui lâchent pas notamment ses cartouches. Peut-être que ça lui permet à la fin d'être avec les meilleurs et d'avoir des cartouches pour suivre les meilleurs, notamment dans le carrefour de l'Arbre, ou au moins jouer la 2e place. On va parler des 2 grands rouleurs, Stefan Kung, Pipo Ganna, qui font 5e et 6e, des gros écraseurs de pédales. Bon, eux, ils sont tombés sur plus fort, mais ils ont eux aussi fait une grande course. Oh, c'est clair. Bon, Stefan Kung, c'est une confirmation. Il avait déjà été placé l'année dernière sur Paris-Roubaix, si ma mémoire ne me fait pas défaut. Pipo Ganna, il avait été vraiment couvert de malchance l'année dernière, donc on n'avait pas pu voir
de quoi il était vraiment capable, même si on pressentait déjà que ça pouvait briller sur les pavés. Mais cette année, il y a beaucoup de monde qui le voyait en grand outsider, ou du moins en troisième larron du duel Van Aert-Van der Poel. Malgré tout, c'est bien ce qu'il a fait, mais on sent qu'il lui manque encore une marche pour être au niveau des deux, du Néerlandais et du Belge. Ouais, Stefan Kung qui fait 3e à Roubaix l'année dernière, cette saison il fait 6e au Tour des Flandres, 5e à Paris-Roubaix. Bon, tout simplement, Stefan Kung, on a l'impression qu'il a le moteur, il a la caisse pour accompagner très loin les meilleurs, mais que quand il y a les moments décisifs qui arrivent pour jouer la victoire, voilà, c'est là qu'il devient court. Le problème de Stefan Kung, c'est que pour l'emporter, il doit absolument l'emporter en solitaire. Il n'a pas cette capacité de bien sprinter. Par exemple, imaginons, il serait arrivé à 6 avec Degenkolb, etc. Il y a de fortes chances que ça soit lui qui termine à la 6e place. Il y avait que des gens qui étaient capables de briller en sprint massif. J'y inclus aussi Pipo Ganna, quand même, qui s'est offert le scalp de Van Aert sur Milan-San Remo en prenant la 2e place. Il a prouvé que sur des courses suivantes, il était capable d'avoir une certaine pointe de vitesse quand même. Mais cette pointe de vitesse, Stefan Kung, il ne l'a clairement pas. Ça l'oblige à partir en solitaire. Et donc, qui dit partir en solitaire, dit donc lâcher à la pédale Van der Poel et Van Aert. Ce qui est, à mon sens, bien difficile en 2023 quand même. Pipo Ganna, t'en as parlé quand même. Pipo Ganna, on a l'impression que... Je vais passer très rapidement sur lui avant de passer sur John Degenkolb, Étienne. Juste pour dire que Pipo Ganna, entre son podium à Milan-San Remo, sa 6e place sur Paris-Roubaix, où il accompagne très 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 loin les meilleurs dans ce monument, on a l'impression peut-être que ce début de saison 2023 peut être un vrai déclic pour ce qui pourrait être un nouveau départ un peu dans sa carrière, lui qui était un peu enfermé dans ce rôle d'incroyable rouleur aussi en contre-la-montre. L'un n'empêche pas l'autre, mais ça peut être aussi le coup d'envoi pour lui de campagne de classique où il peut tenter de performer en tout cas beaucoup plus que et d'être présent beaucoup plus qu'il l'était aussi précédemment. On va passer, Étienne, sur John Degenkolb. Je vais te livrer une réflexion. Pour moi, s'il ne chute pas, il est, allez, on va dire au moins dans le top 4. Je vais même aller plus loin. Pour moi, il est 3e de Paris-Roubaix s'il chute pas. Vu sa forme, je pense qu'il aurait pu être celui, tu vois, par exemple, si Van Aert et Van der Poel s'envole pour le duel qu'on attendait tous, il aurait pu être celui qui est 3e en solitaire derrière. Pas capable d'accrocher, je pense, mais capable de larguer tous les autres à la pédale et donc de résister au retour sur le plat et d'aller finir en solitaire pour être sur le podium. Avec John Degenkolb, donc qui termine 7e de ce Paris-Roubaix, 8e place de Max Walscheid pour la Cofidis. C'est intéressant, Max Walscheid, bon, qui a été présent avec les meilleurs pendant de nombreux kilomètres avant de craquer au fur et à mesure. Pour revenir vite fait sur Max Walscheid, j'aurais bien aimé savoir ce qui serait passé s'il avait pas eu son problème de dérailleur où il s'est retrouvé quand même, il a dû faire les 50 derniers kilomètres avec tout à droite. Et je pense que c'est l'a handicapé. Alors, il aurait sans doute pas pu terminer premier, mais peut-être au moins avec Kung et Ganna, je pense. Ouais, c'est un peu ce même profil finalement, Max Walscheid, que Kung et Ganna, un gros écraseur de pédale, qui est très bon aussi dans l'exercice chronométré. Ouais, je suis d'accord avec toi. Bon après, voilà, encore une fois, c'est cyclisme fiction, on en parle, mais Max Walscheid, 8e de Paris-Roubaix, quand on voit le top 7 qu'il y a devant lui, c'est déjà génial. Après, c'est vrai qu'il peut nourrir peut-être quelques regrets de ce problème de matériel, mais encore une fois, ça s'appelle les gains marginaux et le matériel, on le sait encore plus à Paris-Roubaix, a toute son importance. Je vais juste terminer ce débrief de Paris-Roubaix, Étienne, qui est déjà assez conséquent, ce débrief de Paris-Roubaix, parler des Soudal Quick-Step. Merlier 23e, Lampart 24e, ils ont été pris par la guigne aussi dans ce Paris-Roubaix. Asgreen qui crève dès le premier secteur pavé, Sénéchal dès le 3e secteur pavé, et les deux se retrouvent à user toutes leurs cartouches pour revenir sur le peloton derrière. Asgreen qui chute dans la trouée d'Arambert, journée noire pour les Soudal Quick-Step. Mais finalement, la triste conclusion d'une campagne de Flandrienne totalement ratée. Oui, c'est ça, parce que finalement, oui, c'est sûr qu'ils ont eu beaucoup de problèmes. Sénéchal crève 2 fois même d'ailleurs. Mais est-ce qu'ils auraient été capables de peser sur autre chose qu'un top 10 ? En toute honnêteté, je vois pas par quel miracle ils auraient pu faire mieux que 10e. Je veux dire par là qu'ils n'ont pas existé sur toutes les classiques. Mais c'est un terrible affront pour Patrick Lefebvre de voir cette équipe qui a été au sommet du cyclisme mondial sur les Flandriennes pendant de nombreuses années, aujourd'hui être complètement dans l'oubli, faut bien dire ce qui est. Et Patrick Lefebvre, on va voir ce que ça va donner après la campagne d'Ardennaise. Mais ça vient
confirmer aussi un petit peu, malgré ce qu'il a pu dire en interview, ça vient confirmer un petit peu ce qu'il ne veut pas avouer, c'est que il met tous les œufs sur dans un même panier qui s'appelle Remco Evenepoel, et qu'aujourd'hui il veut tout miser sur Remco Evenepoel et notamment l'entourer pour avoir une vraie équipe de grand tour autour de lui et libérer de la masse salariale. Mais ça, on reviendra notamment sur le cas Alaphilippe et Patrick Lefebvre à la Soudal Quick Step dans Vélo Podcast un peu plus tard. Étienne, merci beaucoup d'avoir été avec moi. Merci à toi Guillaume, ça a été un plaisir une nouvelle fois de participer à ce podcast. Et puis Étienne, Dico du sport, où il y a un article que tu as écrit qui sort cette semaine pour faire un peu aussi le bilan de cette campagne, de ce printemps flandrien. Tout à fait, un article écrit qui viendra compléter, s'ajouter ou reprendre ce qu'on a pu évoquer tous les deux sur ce podcast. Si jamais l'envie vous en prend, il y a aussi une interview qu'on a fait d'Axel Zingle qui était sortie juste avant le Tour des Flandres. Donc c'est l'occasion de foncer avec le jeune mais très talentueux coureur de la Cofidis. Étienne, je me permets juste aussi de mettre en avant l'article sorti par les copains de Vélo Futé qu'on a régulièrement, notamment avec Titouan dans Vélo Podcast, qui ont sorti eux aussi un peu le bilan chiffré un peu de cette campagne de Flandrienne. Voilà, j'en profite en même temps. Toi pour Dico du sport, Titouan pour Vélo Futé, vous deux qui nous accompagnent aussi dans le podcast. C'est bon de souligner aussi le travail des copains et notamment le tien, Étienne. Tout à fait Guillaume, et puis on avait parlé un peu tu as évoqué toi la mue des Quick Step. Eux, on en fait un très long article sorti il y a, je dirais, 3 ou 4 semaines et qui a été très intéressant. C'est pareil. Si vous voulez aller le voir, c'est cet article qui concerne la Soudal Quick Step. Foncez sur Vélo Futé. Très, très bon article. Exactement. Merci Étienne. Et puis, nous, on va se retrouver dans Vélo Podcast dans quelques secondes pour parler de la course femme. Parce que s'il y a un petit phénomène favori de Paris-Roubaix qui l'a emporté dimanche, la veille, le samedi, c'était une énorme surprise. C'est encore le petit phénomène qui fait la nique à tous les grands champions. Mathieu Van Der Poel qui prend son temps. Mathieu Van Der Poel qui savoure. Mathieu Van Der Poel qui remporte Paris-Roubaix. L'enfer du Nord pour lui aujourd'hui. C'était une journée au paradis. Marion Boras en tête. Ah c'est long, ça va être long. Marion Boras en tête. Alison Jackson. Marion Boras en tête. Alison Jackson qui a plus de force. La Canadienne qui déborde Marion Boras. Alison Jackson, Katia Ragusa qui va s'imposer. C'est Alison Jackson qui remporte Paris-Roubaix. Avant que le petit phénomène soit couronné, c'est une surprise qui a remporté Paris-Roubaix chez les femmes. C'était la veille, c'était le samedi. La Canadienne Alison Jackson s'impose de la IF Education Tipco SVB devant Katia Ragusa, l'italienne de la Liv Racing, et la belge de la Phoenix de Koninck, Marthe Treyen. 2 françaises juste derrière au pied du podium, Eugénie Duval et puis Marion Boras de la Saint-Michel. Alors, on a bien cru que ça allait le faire jusqu'à la ligne d'arrivée, mais il a manqué 50 mètres. Eugénie Duval de la FDJ Suez. Et pour parler de ce Paris-Roubaix féminin, j'accueille forcément Julien Després d'Actu Cyclisme Féminin. Salut Julien. Salut Guillaume, salut à tous. Bon, t'en as pensé quoi de ce Paris-Roubaix femmes avec finalement, là je parlais des 5 premières, on va citer la 6e, Marta Lash, la polonaise de l'équipe Ceratizit. Ces filles-là, ces 6-là, étaient dans le groupe d'échappés dès le départ pratiquement, et puis elles sont allées jusqu'à l'arrivée. C'était un Paris-Roubaix qui n'a jamais débranché finalement. C'était un Paris-Roubaix très rapide, très très actif. Le coup sort après 25 km, là le groupe de 17 qui a pris jusque 6 minutes d'avance. Derrière c'était à fond pour essayer de revenir. C'était une course très très rapide, course de folie avec 2 Françaises dans le top 10, on peut le ressouligner, c'était très très belle course. Tu en penses quoi de cette vainqueur Alison Jackson? C'est quand même une vainqueur particulière, parce que la Canadienne, elle a 34 ans et là elle remporte son plus beau succès en carrière. Déjà, pas grand monde la connaissait. Quand elle a levé les bras, pas grand monde la connaissait. Ça déjà, c'est le premier point. Alors, le grand public la connaissait peu, le milieu cycliste la suit, c'est un peu, c'est une animatrice dans son équipe et dans le peloton. Après, faut pas oublier que l'année dernière, elle fait top 15 aussi sur Paris-Roubaix femmes. Bon, c'est une course qu'elle connaissait déjà. Et oui, c'est son plus beau succès de carrière, elle le disait elle-même en conférence de presse. Là, c'est pas le sommet de sa carrière, mais c'est vraiment la plus belle victoire de sa carrière. Ouais, tu parlais d'une animatrice. On a vu la petite danse à l'arrivée sur le vélodrome. C'était assez rafraîchissant. Alison Jackson, c'est une fille qui, en 2021, pour regarder un peu ses résultats, là, juste devant, sous les yeux, qui fait championne du Canada sur route et en contre-la-montre en 2021, et puis qui fait 6e des championnats du monde 2021.
C'est une fille qui est issue du triathlon. Je l'ai découvert en écoutant la fin de la course. Une fille qui est issue du triathlon et qui se révèle un peu sur le tard, pour le coup. On s'y attendait pas à la voir comme ça, vainqueur de Paris-Roubaix, même si elle était placée. Sincèrement, quand on voit la start list au départ de Paris-Roubaix, on la met pas dans les favorites. Ceux qui avaient parié sur elle ont dû faire un beau billet. Nous, on y avait pensé dans nos grosses cotes de course, parce qu'on la voyait un peu monter en puissance, un peu. Alors, elle est un peu aussi dans un rôle de nounou pour sa plus jeune coéquipière Zoé Bachstedt, s'entendent très bien. Mais c'est vrai que quand on l'a vue partir, on s'est dit c'est l'échappée matinale, elle bosse pour les autres. Et notamment pour Zoé Bachstedt, qui avait sa sœur Eleonore Bachstedt aussi de la Trek dans la course. On a vu le papa au départ câliner. Papa qui est chez Canyon SRAM aussi, donc 3 membres Bachstedt dans le peloton, dans 3 équipes différentes. C'est assez singulier. Oui, voilà, c'est exactement ça. Le papa est dans le staff de la Canyon SRAM, et du coup, il voyait ses 2 filles dans 2 équipes différentes aussi participer à ce Paris-Roubaix. Lui, l'ancien vainqueur de Paris-Roubaix, il me semble que c'était en 2004, si je ne me trompe pas. 2004, il me semble. Ouais, 2004, exactement. Donc, cette vainqueur, Alison Jackson, d'une équipe IF Education, qui est pas habituée à ce genre de victoire aussi. C'est aussi ça la surprise, c'est qu'on n'a pas une équipe comme la SD Works, comme la Jumbo Visma, comme la Trek, qui sont habitués à gagner des courses. Là, franchement, c'est limite la saison est réussie pour cette équipe-là. On va dire le début de saison est réussi parce qu'ils visent aussi les courses par étapes avec Veronica Hayworth, avec Krista Dobel-Aycock. C'est que c'est plus d'habitude une équipe de grand tour. On les voit très très peu jusqu'à présent sur les classiques. C'est aussi pour ça qu'ils avaient recruté Alison Jackson à l'intersaison. Donc Alison Jackson, vainqueur de Paris-Roubaix. On va refaire un petit peu la course, Julien, parce que, donc tu le disais, c'est une échappée qui s'est formée au bout de 25 km. Le premier mouvement de course, il intervient à peu près 65 km de l'arrivée, avec un coup de forcing d'Elisa Balsamo pour la Trek, la championne d'Italie, qui fait suite aussi à la crevaison de Marianne Vos, qui a un petit peu chamboulé un peu les plans. Est-ce que tu penses que Balsamo a attaqué parce que, en tout cas, a fait le forcing parce que Marianne Vos a crevé, ou alors c'est un concours de circonstances? Je pense que sur un Paris-Roubaix, il n'y a pas de concours de circonstances. Hein. Elles le savent, il y a les oreillettes. Avec Vos s'arrêter derrière sa vie, ça peut l'empêcher de rentrer. Et heureusement pour Balsamo, pour Vos, mais malheureusement pour la Trek, c'est la grosse chute de Longo Borghini qui fait un strike qui lui permet de rentrer. Alors on va en parler de cette chute qui intervient à peu près 40 km de l'arrivée, mais juste avant, il y a une première accélération à 53 km de l'arrivée, après un forcing de Lorena Vebes à l'entrée d'un secteur pavé. À 53 bornes de l'arrivée, c'est Lotte Kopecky qui met la première banderie, la première vraie attaque de ce Paris-Roubaix. Il y a une chute dans le peloton avec notamment Eleanor Bachstedt de la Trek, juste derrière, après l'attaque de Lotte Kopecky. On a les favorites qui, donc, après la chute, arrivent à suivre un peu l'attaque de Kopecky à retardement. Ça revient un peu après, et puis donc on arrive dans le secteur de Pontibo, donc tu le disais, à 40 km de l'arrivée. Longo Borghini qui emmène le groupe des favorites, elles sont à peu près une quinzaine à ce moment-là dans ce groupe de favorites, et puis elle chute en tête, elle emmène pratiquement tout le monde, sauf une quick-step, Romy Kasper, l'allemande, qui était bien placée et qui a surtout bien évité la chute, sinon c'était un strike énorme. Si l'échappée arrive au bout, on va pas se le cacher, si l'échappée arrive au bout, c'est grâce à cette chute. C'est clair. S'il n'y a pas cette chute, il n'y a pas 10 secondes à l'arrivée. Hein. Ça change tout, ça change le cours de la course. Les cartouches qu'elles mettent pour se regrouper après la grosse chute, ils peuvent plus les mettre pour aller combler les 10 secondes à l'entrée de M à 5 km de l'arrivée. Ah ouais, tu as cette chute qui intervient alors que, il me semble, le groupe de favorites est revenu. Alors le plus gros écart de l'échappée, ça a été, il me semble, 5-6 minutes à 70 bornes de l'arrivée. On était monté très haut quand même, avec un groupe de 18 qui était à l'avant. Et puis cet écart, au moment de la chute, les favorites étaient revenus à 2-3 minutes et on était à 40 km de l'arrivée. Les favorites, elles avaient la course en main finalement, elles étaient juste derrière. Et ça désorganise finalement toute la poursuite derrière, parce que quand on voit l'écart à l'arrivée, 10 secondes, et c'est assez incroyable de se dire que même les favorites, Julien, elles étaient revenues à 10 secondes, à 10 bornes de l'arrivée, et elles sont jamais réussi à rentrer. Alors, c'était
elle se voyait, et de toute façon, sur les plans caméra, ça se voit, elle se retournait, elle se voyait. Il y avait un peu de mésentente derrière, un peu de Kopecky qui essayait de favoriser Marcus, qui est aussi rapide au sprint en temps normal. Je pense qu'il y aurait une meilleure cohésion, parce que personne voulait emmener Kopecky, personne voulait emmener Bastianelli sur le vélodrome. Donc il y a aussi une petite mésentente, hein. Tu regardes les images, on revoit les images, la Trek fait quasiment tout le boulot pour essayer de rentrer, hein, avec l'attaque finale de Longo Borghini dans le long faux plat qui mène vers M. Enfin, Julien, quand tu reviens à 10 secondes, t'es à 10 bornes de l'arrivée, même s'il y a une mésentente, à un moment donné, il y a une fille qui se sacrifie, une ou deux filles, deux gros relais, ça revient sur l'échappée de devant, par contre, l'échappée de devant n'a jamais abdiqué pour le coup, parce que c'est quoi, c'est dans le carrefour de l'Arbre, à 17 bornes de l'arrivée, qu'il y a cette attaque de la polonaise Marta Lash qui fait exploser le groupe d'échappés, qui était encore composé d'une bonne quinzaine de coureuses, avec Alison Jackson qui la suit dans la roue, la polonaise de la Sierra Tizit, Lash, qui derrière va faire 6e à l'arrivée, qui était à bout de force. Mais je reviens sur ça, quand à la sortie de l'enchaînement Canfin Pével, carrefour de l'Arbre, tu reviens une dizaine de secondes du groupe de devant, t'as pas le droit de pas revenir. C'est sacrifier une fille, hein. Même si il y avait il me semble, que la Trek en surnombre pour pouvoir faire ça. Ah, t'as pas le droit de pas revenir, mais il y a une petite guéguerre qui s'est installée entre Trek et SD Works depuis le début de saison. Je pense que ça a joué sur l'effectif. Tu vas pas emmener Kopecky en plus. Kopecky qui avait la pancarte de favorite. Tu vas pas l'emmener sur un vélodrome. Surtout sur un vélodrome, même si c'est après un Paris-Roubaix. Elle reste quand même habile sur piste. Elle remporte le sprint du peloton. Et elle remporte le sprint du peloton, tu le dis, pour la 7e place. Les favorites qui terminent à 12 secondes de la vainqueur Alison Jackson. Le top 10 est donc complété par Kopecky 7e. Devant Pfeiffer, Géorgie, la Britannique de la DSM, Chiara Consoni qui accroche la 9e place, et Marianne Vos finalement qui termine 10e pour la Jumbo-Visma, l'éternel Marianne Vos qui s'est accroché, qui a pu bénéficier du strike aussi pour revenir. On parle des Françaises un peu, on disait Eugénie Duval de la FDJ Suez qui termine 4e, Marion Boras de la Saint-Michel Mavic Aubert 93 5e. Si on regarde un peu derrière, Margot Vigier de la Life Plus Wahoo qui est encore là, Margot Vigier 14e, qui était dans le groupe des favorites. Elle est coincée entre guillemets au classement entre Brandt, Brown et Ishabé qui est un peu derrière. Elle a été bluffante, Margot Vigier, encore une fois sur cette campagne hivernale printanière avec dans les classiques pavés une régularité de dingue. C'est la révélation pour moi de ces Flandriennes, hein. Enfin, c'est pas la révélation parce qu'elle travaillait beaucoup pour ses coéquipières quand elle était chez Valcar l'année dernière et l'année d'avant. Là, elle part dans une équipe où la stratégie d'équipe c'est que c'est la meilleure qui devient leader, quoi. Donc ça lui permet de mieux s'émanciper à Margot Vigier. Tu étais présent à Roubaix, toi, pour ce Paris-Roubaix samedi, donc la veille du Paris-Roubaix homme. Est-ce que tu as pu croiser un petit peu et parler un peu de Eugénie Duval, de Marion Boras, ou parler avec elle un petit peu de la course qu'elles ont effectuée, de Marion Boras qui était encore en tête à 50 mètres de la ligne? Alors Eugénie, je l'ai croisée, je n'osais pas déranger parce qu'elle était encore en larmes même après la douche. Passer si près du podium sur Paris-Roubaix quand on est français, c'est triste pour elle. Après Marion Boras. Oui, parce que Eugénie Duval, pour le coup, Julien, elle se fait sauter sur la ligne par Marthe Treyen de la Phoenix de Koenig. Elle tenait son podium encore à 10 mètres de l'arrivée, et sur le jeté de vélo, c'est Marthe Treyen qui lui chipe la 3e place. C'est ça se joue vraiment à 10 mètres. La ligne était 10 mètres trop loin pour Eugénie. Bon, après c'est une guerrière, elle va s'en remettre, mais c'est que sur le coup, elle était très déçue de ce sprint. Normal. Quand tu vois le podium de Paris-Roubaix t'échapper. Et Marion Boras, tu disais? Alors Marion Boras, j'ai pas échangé avec elle après Roubaix, mais hier sur la ronde de Moucron. Même si avant le départ, elle ne s'imaginait même pas être là dans ce groupe pour la gagne. Après, elle a tenté sa chance dans les derniers 250 mètres. Le problème c'est qu'il n'y a plus grand chose dans le réservoir. Elle a fini sur la réserve, mais bon, elle a aussi pas mal travaillé. Elle crève, elle revient à chaque fois, elle tombe, elle revient. Ça lui a coûté aussi pas mal d'énergie, je pense, pour ce sprint final. Marion Boras qui, elle, plus spécialiste du chrono, c'est une fille qui écrase les pédales, qui a fait dans sa carrière plusieurs top 10, notamment sur le championnat de France du contre-la-montre, qui a fait aussi 6e du chrono des nations en 2021. Pour le coup, le résultat est assez incroyable pour l'équipe Saint-Michel de faire top 5 à Paris-Roubaix. Sincèrement, je
pense que si tu avais dit ça à l'équipe au départ de la course, ils auraient signé des deux mains tout de suite. J'ai passé une partie de la course au secteur pavé avec les assistants, au salle de communication de chez Saint-Michel. Au plus ça arrivait de l'arrivée, au plus ils étaient euphoriques, au plus ils se disaient que eux-mêmes croyaient que ça pouvait aller au bout, quoi. Pour Marion, c'était inespéré, surtout qu'en stage de début de saison, elle avait dit qu'elle voulait pas aller sur Roubaix. Ça, c'est comme Mathieu Van Der Poel, qui te dit Paris-Roubaix, je déteste cette course, mais qui finalement arrive à le remporter. Là, Marion Boras, elle voulait pas y aller, mais elle termine top 5. C'est un résultat super pour elle, qui peut-être aussi être un marqueur, un déclencheur dans sa tête. Si on regarde au niveau des Françaises, donc on parlait de Margot Vigier qui termine 14e, on a Victoire Berthaud de la Cofidis qui termine 29e, Audrey Cordon-Rago de la Human Power Health qui termine 35e dans un deuxième groupe, avec Victoire Berthaud derrière. Ces filles-là, elles ont été lâchées à la pédale finalement lorsque ça a vissé à une 50aine de kilomètres de l'arrivée. Au pavé d'Orchy, déjà, j'étais déjà un peu dans le dur, si tu veux. Après, dans l'enchaînement Bercé, Mont-Saint-Pével, c'est là que ça a sauté pour elle. Le rythme était peut-être un petit peu trop dur pour elle. Après, bon, c'est Paris-Roubaix. T'as le rythme, t'as aussi peut-être des erreurs de placement. C'est vraiment pas une course comme les autres. Alison Jackson, la Canadienne de la IF Education, qui est donc la lauréate de ce 3e Paris-Roubaix femmes après 2 premières éditions remportées par la Trek Segafredo. Julien, on va terminer avec ça. Alison Jackson, elle s'impose au bout des 145 km avec une moyenne de plus de 39 km/h. Est-ce que toi, qui étais présent à Roubaix, pour avoir discuté un petit peu aussi avec les gens sur place, est-ce que c'était un beau Paris-Roubaix? Est-ce que toi, tu as trouvé que c'était un beau Paris-Roubaix? Est-ce que le public sur place a trouvé que c'était un beau Paris-Roubaix? Le public était enchanté de voir ce Paris-Roubaix, quand tu discutais avec les gens après l'arrivée. Ils ont encore trouvé ça comme un excellent outil de développement du cyclisme féminin. Les chiffres télé semblent bons. On attend encore des publications là-dessus. Et ce qui était impressionnant, c'est que j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de monde dans les secteurs pavés pour le samedi par rapport aux 2 années précédentes. Est-ce que c'est l'effet Tour de France? Est-ce que les gens commencent à se passionner pour le cyclisme féminin? Je trouve qu'il y avait beaucoup de monde aussi au Vélodrome. Et tu l'as dit, ce monde qu'il y avait au bord des secteurs pavés, à la télé, franchement, c'était chouette à voir pour les filles et elles nous ont fait un spectacle vraiment très beau. Merci beaucoup, Julien, d'avoir été avec moi pour ce Paris-Roubaix, pour parler de ce Paris-Roubaix femmes 2023 avec donc la victoire d'Alison Jackson. On se retrouve très bientôt, Julien, pour parler encore une fois de cyclisme féminin, encore beaucoup d'actu avec les Ardennaises qui vont arriver et puis le Tour d'Espagne qui arrive dès le début du mois de mai. Là aussi, on en parlera. Merci, Julien. Merci, Guillaume. Au revoir à tous. Allez, on se retrouve bientôt dans Vélo Podcast pour parler de vélo. Ciao, ciao.